Claude Mongin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse d'un militant sahraoui qui est en prison depuis 13 ans, qui a été condamné à 30 années de prison. Vous êtes aussi membre du comité rédactionnel de Sahara Info, qui rapporte en fait toute information autour de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de Marianne TV parce que le journal Marianne va donc sortir le jeudi 16 février un numéro spécial autour du Maroc et notamment de la manière dont le Maroc peut-être tient les mains en fait de la France. Alors, on va revenir peut-être sur ce qui vous intéresse le plus pour l'instant, c'est la situation justement de votre mari. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles votre mari a été emprisonné, en tout cas les raisons officielles que le Maroc avance, et quels sont aujourd'hui les recours, les possibles pour sa libération? Eh bien, en tout cas, merci de m'avoir invité. Effectivement, quand on parle du Maroc, il est important de parler du Sahara occidental et du peuple sahraoui, parce que c'est ceux qui organisent toute la diplomatie du Maroc depuis 1975. Et donc, mon mari se situe dans cette longue histoire de quête de liberté du peuple sahraoui, puisque son père déjà a fait 16 ans de disparition dans les bannes de Hassan II. Alors pourquoi il est en prison? Eh bien, d'abord, comme toute sa famille, comme tout le peuple sahraoui, c'est un militant pour l'indépendance de leur pays. C'est une longue histoire, hein, l'affaire du Sahara occidental. C'est l'ancienne Rio de Oro qui avait été attribuée au partage de Berlin en 1885 à l'Espagne. Et c'est seulement en 1975 que l'Espagne s'est retirée, mais pour être remplacée aussi sec par le Maroc, qui s'est transformé en nouveau colonisateur après avoir été lui-même colonisé. Et alors Et même que l'ONU Et alors même que l'ONU avait déclaré, et Hassan II l'avait accepté, qu'un référendum puisse avoir lieu et qu'il soit indépendant. Mais l'histoire en a pas, enfin, puisque Hassan II a organisé la célèbre Marche verte, dont plus personne maintenant connaît la réalité, et pourtant, donc, soi-disant, une longue marche de 300 000 Marocains, marche pacifique. Et c'est vrai que Hassan II a organisé une noria de camions pour amener tous ces hommes dont on voit encore le billet, sur le billet de banque de 100 dinars, 100 dirhams, avec le drapeau et le Coran pour envahir, enfin pour récupérer sa province du Sud, comme il appelle. Et le problème, c'est que ce n'était pas du tout une marche pacifique, c'est qu'ils étaient accompagnés de l'armée qui a massacré des centaines de frics, comme on dit, c'est-à-dire des campements de nomades sahraouis, dont on ne connaît pas l'importance, puisque jusqu'à ce que peut-être un jour on fasse une enquête et qu'on interroge les soldats qui ont pris part à ces massacres, pour qu'on puisse connaître l'ampleur et l'emplacement des tombes des charniers. Donc il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là pour dénoncer ces crimes de guerre, de génocide, puisqu'on dit qu'un quart de la population sahraoui a été massacrée entre 75 et 76 par les avions de Hassan II soutenus par les avions français. Là aussi, les pilotes français ont une lourde responsabilité, mais on n'a pas le temps actuellement de repartir là-dessus. Il y a des choses dans l'actualité qui nous occupent, comme par exemple la libération des prisonniers. Donc les activistes, depuis 1975, enfin depuis la signature du cessez-le-feu, essayent de se battre pour justement reconnaître la réalité des disparus, par exemple, et puis aussi à- au Sahara occidental occupé, donc il y a un certain nombre d'activistes qui essayent de se battre contre l'occupation. Et mon mari fait partie de ceux-là. Et en 2010, il y a eu un grand rassemblement dans la banlieue d'El Ayoun, la capitale du Sahara occidental occupé, qui a réuni 20 000 civils sahraouis, hommes, femmes, enfants, vieillards, sous des tentes. Et donc, pourquoi ils se sont réunis? C'était une protestation pacifique en prélude du printemps arabe, comme a dit Noam Chomsky, puisque c'était quelques semaines avant la Tunisie, qui a vu la fin du règne de Ben Ali.
Mais ça, personne n'a parlé des Sahraouis, mais cependant, c'était bien ça, c'était des revendications économico-sociales, puisqu'ils subissent une très grande discrimination, même si dans le discours officiel, ils sont soi-disant des Sahraouis marocains, en fait, ils ne sont pas du tout traités comme des Marocains, ils sont traités comme des sous-hommes, comme des colonisés, et donc ils n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas droit d'exploiter leurs propres ressources naturelles, au contraire. Et donc, pas de logement, puisque quand, évidemment, tout ce processus est accompagné d'une colonisation de peuplement. Donc, c'est des centaines de milliers de Marocains, et pas toujours ce que fait de mieux le Maroc, qui sont descendus occuper le Sahara occidental. Donc, c'est quand même un crime de guerre, selon l'ONU, le fait d'occuper par une population extérieure un État. Et donc, tous ces Marocains, évidemment, ils ont eu le travail avec des conditions de travail mieux payées. Bon, il y a aussi toute une armée qui occupe le Sahara occidental, plus toutes les milices. Et donc, en 2010, ils se sont réunis pour protester là contre. Et c'est là que votre mari donc, Et voilà. a été il était, lui, arrêté. un des porte-parole de ce camp. Et au bout d'un mois, après avoir eu des négociations avec le ministère de l'Intérieur, qui s'est quand même déplacé 2 fois, et qui s'était mis d'accord avec le comité d'organisation du campement de Gdémizi, comme on l'appelle, en fait, le 8 novembre au matin, à 5 heures du matin, donc il faisait encore nuit, ils auraient pu faire ça autrement, ils ont attaqué militairement ces 20 000 civils désarmés, avec des hélicoptères. Enfin, les images sont tragiques. Et au cours de ce démantèlement par la force, il y aurait eu 11 agents des forces marocaines qui seraient morts. Alors pourquoi je mets ça au conditionnel? Parce que le Maroc a empêché toute image de la presse étrangère et n'a pas fait d'enquête. En revanche, il y a énormément d'organisations internationales et des organisations des droits de l'homme marocaines qui sont venues enquêter et qui ont interrogé les gens. Donc on a tous les rapports qu'il faut. En tout cas, à l'issue de ce démantèlement, il y a eu des centaines de jeunes qui ont été poursuivis dans les rues de la Youn et donc mis en prison pendant 6 mois, et des filles aussi, pour après être libérées. Et il y a eu 25 personnes, comme mon mari, qui ont été mis en prison. Mais le cas particulier de mon mari, c'est qu'il a été arrêté la veille de l'événement. Et puisqu'il était déjà dans les mains de la direction des services, qu'il a été arrêté dans une maison qui avait été encerclée, parce qu'il était venu à l'Aïoun pour accueillir le député français communiste Jean-Paul Lecoq, qui venait justement apporter son soutien au campement de Gdémizi, et qui avait été empêché à Casablanca de prendre l'avion pour l'Aïoun. Et donc moi j'avais eu au téléphone mon mari ce soir-là vers 20h, le dimanche soir, qui m'avait dit: écoute, je te donne mon numéro de téléphone, je viens d'en changer, la maison est encerclée. Donc il était venu sur l'Aïoun parce que les Marocains avaient brouillé les ondes et on ne pouvait pas communiquer depuis Gdémizi. Et il me dit: je vais être arrêté. Donc je situe exactement l'horaire à laquelle il a effectivement été enlevé. Moi j'appelle ça un enlèvement, puisqu'il a disparu pendant 5 jours. Donc ça a été les plus longs 5 jours de ma vie, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans les locaux du palais de justice de l'Aïoun, où il a été vu par les avocats, mais de loin. Il était torse nu, en short, et le corps couvert d'échymose. Et il a été transféré en avion avec 8 autres camarades, où ils ont continué de le tabasser, jusqu'à la prison de Zaki, qui est la prison à côté de Rabat, où là, il a disparu. On ne peut pas utiliser le mot disparu, mais en tout cas, on n'a eu aucune nouvelle. Donc, depuis l'arrestation, après, donc 5 jours après, on a su qu'il était vivant, et après, on n'a eu aucune nouvelle jusqu'au 8 novembre. Donc, ça a été aussi très long. Alors, on savait qu'il était dans la prison, pas par les autorités, qu'on n'a jamais été prévenu, mais par des amis qui étaient eux-mêmes en prison et qui ont su qu'il était là, avec d'autres camarades. Mais lui-même, je l'ai su après, ne savait pas que ses camarades étaient là. Et donc ça fait 13 ans désormais. Donc ça fait 12 ans, ça fait 12 ans le 8 novembre. Depuis lors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller le voir? Alors, j'ai pu aller le voir donc le 9 novembre la première fois. Comme je l'ai écrit, il était passé de l'autre côté du miroir. C'est clair on voyait qu'il avait été torturé.
On a justement eu le temps de me dire préviens les associations des droits de l'homme, et il m'a demandé qui avait été emprisonné. Donc je lui ai donné les noms, et il m'a dit alors ils sont tous en prison. Voilà. Et puis il a été dégagé, il n'avait pas de lunettes, il n'a pas eu de lunettes pendant 6 mois quand même. Et donc après, rien jusqu'en février 2011. Février 2011, c'est le mouvement du 20 février, qui a été le printemps arabe un peu court au Maroc, parce qu'il a été très vite, voilà. Et puis après j'ai été le voir à peu près 4 fois par an, chaque vacances scolaires, parce que je suis prof, d'abord premier procès, 2013, où ils ont été condamnés à 30 ans. Et alors c'était un procès devant la cour militaire, alors que ce sont des civils, première surprise. Et puis il n'y a pas de... Il ne fait pas partie de la, on va dire, de la branche armée militaire du Front Polisario. Pas du tout, pas du tout. Et donc il est, activiste pour la libération du Sahara occidental. Et alors on nous a répondu que c'est parce que c'est des militaires qui ont été tués. Bon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec une cour comme ça, il n'y a pas d'appel. Donc une fois qu'ils sont condamnés, ils sont condamnés. Et donc il y a eu beaucoup d'observateurs. Tout a été fait vraiment de manière illégale, etc. Mais il a pu, il était le premier interrogé, il a parlé pendant 7 heures. Donc il a vraiment, on lui a donné la parole, il a pu expliquer beaucoup de choses sur sa vie et sur son combat. Et puis donc après, à cause de 2011, ils ont finalement cassé ce procès en 2016. Pourquoi ? Parce que nous avions attaqué le Maroc et M. Hamouchi devant le comité contre la torture. Rappelez-nous qui est M. Hamouchi. Alors, M. Hamouchi, donc, c'est le responsable de tous les services comment on appelle ça, les DGSI, les services secrets, contre qui on a porté plainte, pas rien que nous, hein, c'est le cabinet Ancil a porté plainte pour 3 autres Marocains, les franco-marocains, pour torture. Et donc, ça s'est transformé en grand problème diplomatique entre le Maroc et la France. Il s'est d'ailleurs toujours cité, c'est intéressant, puisque donc il se trouve que le jour où on a porté plainte, on a su que M. Hamouchi était en visite en France, et donc la juge d'instruction l'a convoqué, comme on le fait quand... voilà, donc des policiers sont allés le chercher chez l'ambassadeur du Maroc en France. En tout cas, ils ont été tellement furieux qu'il y a eu 1 an de brouille, c'est-à-dire que plus personne n'a eu le droit d'aller au Maroc, ce qui est quand même gênant vu le nombre de députés et autres amis du roi qui passent leur vie là-bas, leur week-end là-bas. Mais surtout, il n'y a plus un acte judiciaire qui a été fait entre nos 2 pays. Or, il paraît qu'il y en a 700 par jour, vu le nombre de franco-marocains et que l'immigration marocaine en France est importante. Et comment on a récupéré l'amitié de M. Hamouchi, d'abord en lui donnant la Légion d'honneur, ce qui était un minimum, et surtout... C'est qui lui a donné? C'est Hollande ou normalement, c'est Hollande, mais comme ce n'est pas public, voilà. On ne sait pas quelle année. Non. Et en tout cas, Mme Guigou, qui était à l'époque ministre socialiste de la Justice, a changé la convention judiciaire qui lie nos 2 pays contre l'avis du Haut Conseil des droits de l'homme français, qui dit que quand on veut porter plainte contre quelqu'un au Maroc, on doit d'abord le faire au Maroc. Donc finalement, ça empêche toute plainte d'être déposée, puisqu'évidemment, au Maroc, la justice n'est pas indépendante. Donc voilà, donc c'est comment la plainte donc du coup ça n'a pas tellement plu aux Marocains, cette plainte déjà, donc c'était en 2014. Et puis le comité contre la torture, auprès duquel on avait porté plainte pour torture sur mon mari, a finalement traité cette plainte. Il leur faut beaucoup de temps, et le Maroc a cru bon de déclarer, de casser le procès pour essayer d'amadouer, parce que quand même, jusque-là, ils étaient assez sensibles à l'image qu'ils donnaient à l'extérieur. Depuis, apparemment, ce n'est plus le cas. Et donc, le 27 juillet, ils ont décrété que le procès était cassé et qu'il y aurait un nouveau procès. Et ils ont annoncé le nouveau procès seulement en novembre, c'est-à-dire au moment où le comité contre la torture et les experts du comité contre la torture ne se sont pas laissés influencer et ont condamné pour la première fois le Maroc pour fait de torture sur quelqu'un, et en particulier sur un Sahraoui. Et c'était mon mari. Donc voilà. Rappelez-nous le nom de votre mari, parce que je crois qu'on l'a même pas. Il s'appelle Nahama Asfari.
Merci. Et donc, depuis lors, Alors, Nahama, je précise que ça veut dire le don de Dieu. Donc, j'ai un don précieux qui m'a été offert par l'au-delà. et donc depuis lors, vous n'avez plus eu l'occasion de pouvoir aller Alors donc visiter. effectivement, en octobre 2016, pendant les vacances de Toussaint, pour la première fois, donc j'arrive à l'aéroport et là, on me réexpédie sans me donner de raison. J'avoue que j'ai été effectivement très surprise, mais bon, il n'y a pas de secret. Et après, j'ai été expulsée 5 fois. Donc j'y suis retournée, suis retournée en février 2016. Donc 2017, parce que là, c'était le deuxième procès. Donc le deuxième procès en appel. Excusez-moi, Claude Mangin, mais quand vous faites expulser, c'est sous quel motif? Alors, on vous remet un papier. Enfin, on ne me le remet pas, on le donne en fait à la police des frontières en arrivant à Paris. C'est-à-dire que c'est sympa, à l'arrivée à Paris, il y a le steward qui appelle Claude C'est-à-dire que vous avez Mangin. fait un aller-retour entre quand même... Vous êtes allé jusqu'au Maroc. Ah oui, et je suis même restée toute la nuit au froid. Dans les aéroports. Oui. En fait, oui, c'est ça. Ça, c'était en 2016. Mais après, en 2017, en février, c'était le 5 février, j'arrivais de Genève et j'allais à Casablanca. Et donc, ils ne m'avaient pas repéré. Par contre, quand j'ai présenté mon passeport, évidemment, il leur a fallu des heures, c'était un dimanche soir, pour me trouver. Moi, je savais bien le problème. Ils m'ont envoyé une vingtaine de sbires, plus la chef d'escale, etc., pour me dire, mais il faut que vous remontiez dans l'avion, c'est le dernier qui part. Bon, au bout d'un moment... Quel est le motif? Alors, quel motif? Il coche interdite de séjour au Maroc. Et pour Donc, quel c'est motif? pas un motif. Ben, Oui. il ne donne pas de motif. Donc, il n'y a pas de motif. Par contre, maintenant, je sais. Parce que, donc, à l'issue de la 5e fois, j'ai porté plainte, j'ai fait un recours devant le tribunal administratif. Et donc, j'ai payé un avocat, etc. Et là, donc, j'ai le papier qui dit que je suis un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État et un danger pour l'ordre public. Et donc, je suis très dangereuse parce que je défends le Sahara occidental, qui est la question nodale du royaume du Maroc et du Marzen. Et mon mari étant militant pour l'indépendance, la loi au Maroc, il y a 3 sujets tabous, c'est le roi, la religion et le Sahara. Donc 3 sujets, si vous en parlez, vous risquez la prison. Donc quand on vient au Maroc pour le Sahara occidental, on est hors la loi. Donc ils n'ont pas besoin du tout de justifier plus que ça. Alors on le voit avec les États-Unis qui, sous Trump, ont décidé de reconnaître le Sahara occidental comme une région définitivement marocaine. Contre la reconnaissance du Maroc pour Israël. Absolument, dans le cadre des accords d'Abraham. Des accords d'Abraham. On a vu que l'Espagne aussi, récemment, Pedro Sanchez avait décidé de reconnaître contre toute attente, puisqu'il y a encore 18 mois, il y avait le chef du Front Polisario qui avait été hospitalisé dans le nord de l'Espagne. Oui, et puis c'est la puissance administrante devant l'ONU. C'est eux qui n'ont pas terminé le processus de décolonisation, donc ils sont les premiers responsables de la situation actuelle. Et ils n'assument absolument pas leur histoire. Et enfin, donc, il y a votre propre histoire, et vous venez de le dire, le consulat français, les politiques semblent très très gênés aux entournures, dès lors qu'il s'agit de simplement défendre les droits de l'homme, en l'espèce ce que vous défendez. Et mon droit de visite. Je n'ai pas le droit de visite au Maroc depuis 7 ans, et donc en 2018, j'ai fait, à la 4e expulsion, j'ai fait une grève de la faim de 30 jours. Je me suis installée à la mairie d'Ivry, parce que c'est notre ville de résidence. Nama a été nommé citoyen d'honneur de cette ville. Et donc pendant 30 jours, et ce n'était pas pour demander le référendum d'autodétermination, c'était pour demander mon droit de visite. Et donc il y a eu un gros problème au ministère des Affaires étrangères parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir quoi que ce soit donc de l'ambassade du Maroc, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Cette question, elle est gérée directement au ministère de l'Intérieur, elle n'est pas et auprès au cabinet royal, elle n'est pas au ministère des Affaires étrangères. Hein. Et donc, j'ai même été... Donc ça, c'était en avril-mai, et donc j'ai accepté d'interrompre ma grève de la faim suite à une question orale posée par le... On parle de avril-mai 2022. Avril-mai 2018. 2018, pardon. Par donc Jean-Paul Lecoq, donc celui qui avait été expulsé en 2010. Il a demandé à M. Le Drian de faire en sorte que je puisse voir mon mari, et dans ces conditions,
si le ministère des Affaires étrangères s'engageait, j'acceptais d'arrêter ma guerre de la faim. Donc c'est ce que j'ai fait en disant que je faisais confiance à mon État. Bon, je pouvais guère dire autre chose. En tout cas, le 11 novembre, donc 6 mois après, j'ai été convoquée au MAE pour me dire qu'ils n'avaient rien obtenu. Donc là, j'avoue que j'étais quand même extrêmement en colère, parce que finalement, ils étaient comme des petits garçons, en disant, ben, vous savez, on est bien embêtés, ben, j'avais envie de leur dire, et moi encore. Et finalement, c'est le 26 décembre, c'est toujours le 26 décembre, hein, ils avaient annoncé le nouveau procès aussi un 26 décembre, enfin, ils avaient commencé le nouveau procès un 26 décembre, au moment où, évidemment, il n'y a personne qui... Et là, le 26 décembre, on m'annonce que je vais pouvoir y aller grâce au Conseil national des droits de l'homme. Et effectivement, j'y suis allée en janvier 2019, ça fait 4 ans. Et là, j'ai été très, très maltraitée. J'ai été dénoncée dans la presse de caniveau marocaine, on m'a traité de tous les noms. Vous savez, quand vous êtes traitée de la chrétienne, épouse d'un égorgeur, c'est quand même du lourd. Hein. Mais c'est toujours pareil, l'image du Maroc, c'est une vitrine. Le beau pays avec l'île Ksar, le désert, le kitesurf, je ne sais pas quoi. Et aussi la ville sainte de Fès, où il y a des conférences interreligieuses. Il y a même un institut très bien, la Moudawa, où il y a des choses très bien entre chrétiens et musulmans. Sauf que, effectivement, vous voyez comment je suis traitée. Mais pourquoi ? Parce que j'ai été défendue par l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est vraiment la bête noire du Maroc. Ils ont aussi traité de la même façon Hélène Leger, qui était la responsable du Maghreb à l'ACAT, où ils l'ont fait suivre. Elle a eu les honneurs de la couverture d'un des journaux de caniveau du Maroc, et ils ont même accusé la sœur d'Hélène de je ne sais quoi. Enfin, c'était toute la famille qui était... voilà. Et comment expliquez-vous le silence justement de la France, enfin, par rapport à tout ça, quel est l'intérêt de la France et quels sont les intérêts de certains je Français pense, il y a beaucoup d'intérêts, ne serait-ce que d'intérêts économiques. Quand on voit toutes les entreprises françaises qui sont au Sahara occidental occupées et qui exploitent de manière illégale les ressources naturelles. Lesquelles, par exemple ? Alors, par exemple, ils exportent les tomates cerises et les melons charentais sur la plateforme de Perpignan, et c'est illégal. La Confédération paysanne vient d'obtenir un arrêt du Conseil d'État qui dit que cette exportation est illégale parce que, en fait, ils sont vendus au tarif marocain. Or, ce n'est pas le Maroc, c'est le Sahara occidental occupé. Donc, ça veut dire qu'il y a un différentiel et que s'ils payaient le prix normal, enfin, en ne payant pas le prix normal, ils sont concurrents sur nos paysans et nos agriculteurs. Donc voilà, et de toute façon, tout ça, ça va être confirmé au mois d'avril-mai, où le recours devant la Cour européenne de justice qui dénonce les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc vont être dénoncés en appel. Et donc, après, ça va déclencher un certain nombre de plaintes qui vont être déposées contre toutes les entreprises internationales et pas seulement françaises. Mais si on reste sur la France, on a quand même la Banque Populaire, l'UCPA, AXA, les sardines connétables. Enfin bon, il y en a comme ça toute une dizaine. On peut voir ça sur le site du centre Baba Miské, qui est un centre de recherche en France, qu'on n'entend jamais d'ailleurs dans la presse française, ni on n'entend jamais non plus des experts de l'Observatoire universitaire international pour le Sahara occidental, qui c'est l'OISO, où il y a plein d'experts. On préfère donner la parole à des gens très tendancieux, dont je ne citerai pas le nom ici, qui sont toujours les mêmes. Et ça aussi, ça fait partie du paysage, c'est-à-dire qu'on ne donne jamais la parole non plus au peuple sahraoui. Et moi, là, en l'occurrence, je fais partie du peuple sahraoui en tant qu'épouse de Nama. Néanmoins, aujourd'hui, la France, elle n'est pas très bien vue, paradoxalement, par le Maroc. On le voit bien avec l'affaire Pegasus, dont vous avez été d'ailleurs victime vous-même. Oui, c'est-à-dire que la France a beaucoup d'intérêts économiques là-bas, et surtout, moi c'est ce que j'appelle la diplomatie loukoum. Et en ce moment, avec ce qui s'est passé au niveau européen, ça va déborder sur la France, c'est évident. Quand vous lisez, il y a une photo dans le livre de Jean-Pierre Tucoin qui est sorti en 2012, Paris-Marrakech, une histoire de réseau. 225 pages de français politiques, showbiz, journalistes, etc., qui se font servir la soupe là-bas. C'est clair qu'il n'y a pas eu un procès en diffamation contre ce livre. Il y a le livre qui vient de sortir d'Omar Bouski.
On dit qu'il y a à peu près, il y aurait 200, 250 députés et sénateurs qui auraient un dossier contre eux au Maroc. Donc ça les fait taire. Mais bon, ils n'étaient pas obligés d'accepter les cadeaux de Sa Majesté non plus. Ou bien quand il y a le grand colloque économique de Crans-Montana qui a été décentralisé à Darla, la capitale du kitesurf, qui est quand même au Sahara occidental. Bon, il y a des gens comme M. Sarkozy ou Mme Guigou, dont le mari a des intérêts aussi, qui viennent à ces grands raouts-là, et puis qui parlent dans la presse pour parler du Sahara marocain, alors qu'ils sont logés sur des yachts dans la baie, etc. Donc tout ça, ça va finir par se savoir. Est-ce que Emmanuel Macron tente de changer, qui apparemment a été aussi sur écoute pour le coup, Ah ben a priori. Oui. En tout cas, c'est ce qui est rapporté. C'est ce qui est rapporté. Est-ce oui. que la politique d'Emmanuel Macron, au moins là, sur le Maroc et sur sa relation au Maroc, diffère de ses prédécesseurs? Par exemple, quand on lit la presse marocaine, il est beaucoup, comment dire, contesté, enfin il est beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être pro-algérien, de se rapprocher très fortement de l'Algérie. On sait très bien qu'il y a un contentieux puisque entre l'Algérie et le Maroc, les relations diplomatiques sont coupées depuis un an entre les deux pays. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Oui, mais Depuis 1963. Là, elles sont officiellement, Oui. il n'y a plus de relations diplomatiques officielles entre les deux pays. Jusqu'à présent, c'était froid, mais quand même, ils se parlaient. Là, c'est officiel, ça c'est. Est-ce que donc Emmanuel Macron quand même tente de se défaire un peu de ce poids marocain? Comment vous analysez ça, vous? Alors Depuis là, 5 ans. c'est vrai qu'il a commencé comme ses prédécesseurs, hein, puisque la première visite a été pour le Maroc. Il a été reçu pour le ftour, puisque c'était la période du Ramadan, donc à la table de la famille royale, où il a dit que tout allait bien dans le Rif, alors qu'on était en pleine révolte du Rif. Et puis après, c'est vrai qu'en même temps, parce que c'est toujours la politique en même temps, dans sa campagne électorale, en 2016, il était allé en Algérie et il avait étonné tout le monde en parlant de la décolonisation. Il avait interviewé, il était interviewé, il n'était pas encore président. Voilà. Mais ce qu'il avait dit, ça avait quand même beaucoup choqué les tenants de l'Algérie française, qui existent encore, et il avait dû reculer sur la colonisation. Donc, effectivement, déjà là, on avait été agréablement surpris de voir qu'il parlait un peu clair par rapport à l'Algérie. C'est vrai qu'il est né après 62, lui. Cependant, tout le dispositif français, lui, il n'est pas né en 62 et on continue d'avoir les mêmes dans tous les lieux. Il n'y a qu'à voir les positions de l'ancien ambassadeur de Yancourt, qui est un peu grave là. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, dans quel sens toutes ces sorties actuelles contre l'Algérie, c'est quand même un peu. Il y a aussi d'ailleurs, en parlant d'ambassadeur, alors là pas ancien mais récent, il y a l'ambassadeur de France au Maroc qui a quand même fait une sortie. Oui, qui a dit que ça n'engageait pas la France, ce qui se passait, ce qui avait été voté au Parlement européen. Alors quand même, il y a pas mal de députés, tous les députés français, sauf 2, ont voté cette motion qui dénonçait les droits de l'homme. Le bafouement des droits de l'homme par le Maroc. On ne parlait pas du Sahara occidental, mais déjà là, c'était un peu chaud pour les députés européens qui ont l'impression qu'ils ont envie de montrer patte blanche parce qu'il y a des élections bientôt et qu'ils ont intérêt à montrer qu'ils ne sont pas trop corrompus. Mais bon, je ne sais pas s'ils vont y arriver. En tout cas, en ce qui concerne M. Macron, c'est vrai apparemment, il y a un gros problème relationnel entre M. Macron et le roi. Puisque récemment, donc Madame Colonna était allée en décembre préparer un voyage qui devait avoir lieu en janvier. La ministre des Affaires étrangères. Voilà, ministre des Affaires étrangères, que nous n'avons pas encore rencontré. On n'a rencontré personne du nouveau cabinet des Affaires étrangères depuis qu'elle a été nommée. Et donc, Madame Colonna a réussi à planir les choses de visa, etc., etc. Et puis, finalement, il y a eu cette affaire du Maroc-Gate, et puis... En tout cas, après, on a parlé de février. Il y a aussi M. Borrell qui est venu, donc le responsable des affaires étrangères européen, qui a dit qu'il fallait laisser que la justice se passe. Enfin, M. Bourita, le ministre des Affaires étrangères, très mécontent. Et puis maintenant, on parle des 6 mois. Donc, est-ce que l'affaire Pegasus n'est pas une affaire qui est vraiment grave dans la relation diplomatique entre le roi et M. Macron? Est-ce qu'il y a autre chose? On ne le sait pas, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être pressé du tout d'aller au Maroc. Donc ça veut dire que le Maroc, qui pensait qu'il allait pouvoir, grâce finalement à ce qu'avait fait M. Trump,
obtenir de tout le monde qu'ils embauchent, qu'ils suivent le pas et qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Finalement, il n'y a que l'Espagne qui l'a fait, mais c'est parce que M. Sanchez est empêtré dans des affaires d'écoute lui aussi, et que voilà, et puis qu'il a des élections en ligne de mire. C'est quand même, il a donné l'ordre à ses 62 députés du PSOE de ne pas voter la motion du Parlement. Bon, peut-être que tout ça, ça va servir au PP, au Parti populaire espagnol, on ne sait pas. En tout cas, donc il n'a pas réussi, le roi n'a pas réussi à ce que les États européens, même s'ils en avaient très envie, donc renient les engagements internationaux de l'ONU, puisqu'ils continuent de dire qu'on veut une solution légale, c'est-à-dire que le Sahara occidental devienne indépendant selon les mêmes méthodes que le droit international a fait pour tous les pays dépendants et pour tous les pays d'Afrique, puisque je rappelle, c'est la dernière colonie d'Afrique, et que pour être indépendant, il faut qu'un référendum d'autodétermination soit organisé. Cependant, le Front Polisario, après 30 ans où on attend ce référendum patiemment, a changé sa posture, puisqu'en 2020, le cessez-le-feu a été rompu par le Maroc suite à un blocage de ces camions qui exportaient illégalement tous les produits donc, cultivés ou pêchés au large des côtes vers la Mauritanie, et que donc, le Maroc a débloqué la route illégale qu'ils ont construite pour aller vers le sud avec des soldats, et donc le Polisario a considéré que c'était une rupture de cessez-le-feu. Sauf que personne, ni à l'ONU, ni au Maroc, croyait que le Polisario allait le faire, parce que jusque-là, le Polisario s'était toujours tenu à la signature de leur cessez-le-feu, alors que le Maroc a bafoué ce cessez-le-feu depuis 30 ans. Et puis, donc voilà, donc la guerre a repris sur le mur, parce que personne ne le sait, mais au Maroc, il y a un des 9 murs qui existent dans le monde. Enfin, maintenant, il y en a tellement qu'on ne les compte plus. Mais en tout cas, il y a un mur de 2700 km miné, qui sépare le Maroc de l'Algérie et du Sahara occidental, libéré par le Front Polisario au large de Tindouf. Et donc, il y a toute une armée, il y a 300 000 hommes qui sont là. Et donc, il y a des escarmouches au niveau de tous les postes frontières marocains. Et il y a déjà eu des victimes et algériennes et mauritaniennes, puisqu'il y a une route, la grande route nord-sud qui fait de Oran jusqu'en Mauritanie, qui passe au large de ce mur. Et donc, il y a eu des camions vides, en plus, qui ont été visés, et il y a eu des morts. Alors que les Marocains, avec les drones, ils savent très bien si ce sont des voitures militaires ou pas. Donc là, le Polisario a repris la guerre, et un certain nombre de gens du Polisario maintenant disent qu'ils ne veulent plus du référendum, que de toute façon il ne sera jamais organisé, ils veulent l'indépendance directement. Et donc il y a eu un congrès du Polisario qui vient de se passer là, début janvier. Donc on n'a pas encore la nomination des nouveaux ambassadeurs, par exemple. On attend celui qui va arriver en France et au niveau européen. Et on va voir la suite de la diplomatie, puisque c'est un conflit qu'on appelle de basse intensité, parce que, bon, effectivement, il y a bien d'autres endroits dans le monde où c'est de haute intensité. Cependant, ce qui s'est passé en Ukraine nous donne des nouveaux arguments, puisque ce qu'on a fait les sanctions qu'on a faites contre l'agresseur russe pour l'agressé ukrainien, en déclarant aussi que les provinces de l'Est ont été envahies, on ne l'a pas fait contre le Maroc à propos du Sahara occidental. Donc, 2 poids, 2 mesures qu'on a dénoncé à l'ONU au mois d'octobre avec Jean-Paul Lecoq, donc le député français. Nous sommes allés, ce qu'on appelle pétitionner auprès de la 4e commission de la décolonisation, c'est-à-dire défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et nous avons été reçus par l'ambassadeur de France, monsieur de Charrière, au 55e étage là. Il a dit oui, peut-être que le politique va devoir s'adapter au droit. Claude Mangin, vous parlez de droit. Une dernière question, puisque vous avez été mise sous écoute vous-même. Est-ce qu'il y a une suite en fait à tout ça pour vous d'un point de vue judiciaire? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que il y a des juges qui vont vous écouter à la Commission européenne ou ailleurs? Je ne sais pas. Où en êtes-vous par rapport à ça? Alors effectivement, on a porté plainte dès le mois de juillet 2021, quand donc Amnesty et Forbidden Stories ont découvert
cette surveillance de milliers de téléphones, dont le mien. Et il y a eu 120 connexions sur mon téléphone entre le mois d'octobre et le mois de juillet. Et donc j'ai été surveillée et beaucoup de choses se sont expliquées dans ma vie suite au croisement de mon agenda avec toutes les dates des connexions, puisque il y a plein de choses que le Maroc a su sur moi, que je me demandais bien comment ils pouvaient le savoir, surtout aussi vite. Donc on a porté plainte et dès le mois de septembre, j'ai été interrogée par l'ANSSI, l'Agence nationale de surveillance des services numériques. Et donc on est 5 dans cette affaire, c'est-à-dire il y a l'avocat lui-même par lequel j'ai été infectée en fait, parce que le premier jour où ça a été connecté, je téléphonais à Maître Breham, c'est notre avocat, l'avocat des prisonniers politiques sahraouis. Il y avait le Oubi Bouchraya, le responsable du Polisario en France, mon maire, le maire d'Ivry, donc moi, Rosa Moussaoui, et puis Rosa voilà, Moussaoui, qui est une journaliste qui est journaliste de l'Humanité, qui travaille qui a été aussi surveillée par Pegasus. Et donc, notre plainte a été jugée recevable, et on connaît même le nom du juge qui est en charge du dossier. Très bien. Claude Mongin, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous avons donc un numéro qui sort le 16 février prochain sur le Maroc et comment le Maroc tient la France, ou toutes les problématiques que nous venons de discuter, le Front Polisario, comment le Maroc effectivement tient la France, notamment par ses relais, comment Macron essaye peut-être de s'en défaire. Vous pourrez trouver tout ça dans le numéro du 16 février. Merci beaucoup.